Comment gérer les aléas d'une prépa? Comment vivre la pression des notes? Quelle place accorder au repos, au loisir? Valentine, alias Validu, est une youtubeuse prépa. Je sais pas si le terme existe, mais je trouve qu'il sonne bien. Elle a fait une vidéo d'une grande qualité où elle raconte sa première année de prépa ECG. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de ma première année de prépa. Voilà, dans cette vidéo je vais faire un petit bilan, comment je l'ai ressenti, est-ce que je regrette, etc. Et en fait je me suis dit que la meilleure façon de la présenter cette année de prépa, c'était de vous l'expliquer chronologiquement, donc mois par mois, qu'est-ce qui s'est passé, comment j'ai ressenti, etc. Elle nous partage ses doutes, ce qu'elle a aimé dans son année, ses erreurs. Elle démontre plusieurs a priori sur la prépa. Elle ne parle pas que des cours, parce que l'extra-académique c'est fondamental en prépa HEC. Contrairement au lycée, la prépa HEC c'est pas scolaire. Tu apprends à t'organiser, tu apprends à mieux te concentrer, tu apprends à faire des choix, à prioriser, tu apprends à gérer ton stress, tu apprends à savoir dire non. Bref, des compétences qui vont te servir toute la vie. Parce que la prépa, c'est la vie. Et je trouve ça super que des préparationnaires partagent sur YouTube pendant leur année de prépa leur expérience. Ça m'a donné envie de faire une vidéo réaction, d'autant plus que la trame principale de sa vidéo, c'est comment bien vivre sa prépa HEC. Et moi ça me parle parce que la prépa HEC c'est plus de la moitié de ma vie. Ça fait plus de 10 ans que c'est mon métier à plein temps. J'ai grandi avec des frères qui étaient en prépa HEC, qui avaient 8 et 11 ans de plus que moi. J'ai aussi fait une prépa HEC avec une carré qui était terrible et une année de cube qui était une des plus belles années de ma vie. Mais je ne m'étends pas plus et je laisse la place à Valentine. Si tu veux voir sa vidéo avant de voir la mienne, le lien est dans la description. Pour un mini rappel, voilà, je le fais dans chaque vidéo où je parle de la prépa en me disant qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas, qui attaquent sur ces vidéos, mais je viens de finir ma première année de prépa ECG avec les spécialités mathématiques approfondies et AGG, et en langue G, anglais et allemand, et je suis au lycée Notre-Dame du Grand-Champ. Voilà. Donc pendant la période Parcoursup, j'ai mis plein de prépa. Je passe le début parce qu'elle raconte ses premiers mois et c'est assez chill. Le premier semestre s'est assez bien passé pour moi, même si à un moment il y a eu un endroit un peu de mou où j'étais un peu déprimée et tout parce que genre c'était l'hiver, genre décembre. En fait pendant le mois de décembre c'était assez difficile. Voilà, tu vois, il y avait beaucoup de pression, il faisait nuit sombre tout le temps. J'étais au lycée de genre 7h à 22h. Il y a eu des petites remises en question à ce moment-là. Je me demandais est-ce que c'était vraiment pour moi la prépa, est-ce que c'est vraiment ce que je voulais faire. Mais j'ai conclu que oui. Ici c'est le premier moment fort de la vidéo. Tu te demandes si la prépa est faite pour toi, tu te dis oui et tu repars de l'avant. Magnifique. Et c'est vraiment symbolique de ce qui se joue dans les moments de crise. On a le droit de douter, c'est pas interdit, c'est même très humain. Et je pense même que c'est nécessaire, à condition de circonscrire ce moment de doute. Qu'il dure quelques jours, mais pas plusieurs semaines, plusieurs mois, voire pour certains toute la prépa. Quand tu t'es convaincu que la prépa était faite pour toi, j'imagine que ça t'a donné un gros boost pour la suite de l'année. Avant, en fait, t'étais là, puis t'as eu le moment de doute, ça t'a baissé, puis après tu ressors, t'es plus forte. Et c'est super cool que tu partages ça parce que j'imagine que t'as plein de followers qui sont plus jeunes, qui sont peut-être en terminale, qui rentrent en bisu, et ils voient ça, ils se disent, oui, on peut douter. Du coup, ils ont pas peur de ça, et ils savent qu'ils pourront peut-être même ressortir beaucoup plus fort. Donc c'est un très beau passage. Deuxième semestre, donc janvier et plus on va dire. Et là ça a été plus difficile parce que j'ai eu l'impression de stagner en maths notamment. C'est vraiment pas une bonne sensation, genre vraiment quand je vous dis qu'à chaque DS j'avais la même note, genre c'est que j'avais vraiment la même note à genre 0,01 de près. Et c'était vraiment frustrant parce que j'avais l'impression de jamais décoller alors que je voulais en maths, genre je m'investissais. Bon, ici on touche à un point qui est très important, c'est que les notes ce n'est clairement pas un bon indicateur pour évaluer ton niveau. Alors je vais pas faire mon psychologue à 2 balles, mais ce qui est quand même assez intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu ne dis pas que tu ne progressais pas en maths, tu dis que tu n'avais pas l'impression de progresser en maths. C'est-à-dire que peut-être qu'au fond de toi, tu sentais que tu progressais, mais ta frustration venait surtout du fait que cette progression ne se matérialisait pas au niveau des notes. Plus sérieusement, pourquoi les notes ne sont pas révélatrices? Déjà parce que si tu regardes les notes de tes carrés et que tu compares avec ça avec les résultats pendant les concours, tu vas t'apercevoir qu'il y a de grandes différences, que le classement des DST, ça reflète pas les résultats des concours. Donc déjà, ça doit te donner une première indication. Parce que les notes, c'est à un instant T, et justement, ce qu'on veut, c'est que tu progresses. S'il y a 2 ans de prépa, et qu'on t'évalue à la fin de ces 2 ans de prépa, c'est pas par hasard, c'est parce qu'on veut que justement la prépa te serve à progresser, et on veut voir ceux qui, à la fin, sont les meilleurs. Prenons un exemple très simple, parmi
plein d'autres. Imaginons que tu te compares avec une fille de ta classe qui à chaque fois te met un point de plus. Donc toi tu es là, et elle est là à chaque DST. Maintenant imaginons que votre réaction à la suite de ces DST soit différente. Elle ne reprend pas son DST. Toi tu décides, je vais le reprendre, je vais regarder mes erreurs, je vais essayer de comprendre ce que je n'ai pas fait de bien. Et en faisant ça, tu progresses. Et finalement, comme les erreurs que tu as faites, tu ne les recommettras plus, cette note-là, elle est complètement caduque, elle n'a plus aucune valeur. Au final, qu'est-ce qui se passe? Elle était là, c'était ça la situation, puis tu l'as dépassée. Et imaginons que ça se reproduit à chaque DS, parce qu'à chaque fois, il y a un nouveau chapitre. Donc peut-être que cette fille-là comprend plus vite que toi au début, mais que derrière, tu la rattrapes. Et surtout, peut-être que toi, pendant que tu revois le DST, elle avance sur le prochain chapitre, et ce qui fait qu'à chaque fois, elle a l'impression de te mettre un point. Sauf qu'à chaque DST, en fait, c'est ça qui se passe. Donc, elle croit qu'elle a un point de moyenne de plus que toi, mais en fait, toi, à chaque DST, tu lui mets ça d'écart. À la fin de la deuxième année, quand arrivent les révisions, ta pote, elle est là, mais toi, t'es là. Mais les révisions, c'est un amplificateur de ton année. Si tu as fait une année de qualité, les révisions vont être un booster pour ton niveau. Et toi, comme tu as fourni un travail de qualité en revoyant chacun des DS, pendant les révisions, ta pote, elle va progresser comme ça, mais toi, tu vas progresser là-dessus. Donc l'écart s'est totalement creusé. Et qu'est-ce qui arrive au moment des résultats? Elle dit, mais je comprends pas. Valentine, j'avais un point à chaque fois de plus qu'elle en maths, et elle m'a mis 5 points au concours. Voilà. Voilà ce qui arrive quand justement on travaille intelligemment et qu'on ne prend pas les notes comme référentiel. Et cet exemple est très intéressant parce que justement je dis de ne pas regarder les notes comme référentiel, mais je dis pas que le DST c'est bidon. Parce que ce qui fait que tu progresses, c'est aussi que tu reprends le DST. Ce qui est intéressant, c'est les remarques que met ta prof sur ta copie, et justement comment tu intègres ces remarques pour progresser. Alors, peut-être que tu vas me dire, ouais, les notes c'est pas important, mais quand on a 12 c'est quand même mieux que quand on a 4. Certes. Maintenant, tu prends un exemple extrême en disant ça. Imaginons quelqu'un qui a 12 et quelqu'un qui a 10, est-ce qu'il y a vraiment un si gros écart que ça? Non. Ce qu'il faut voir en fait, pour se dire qu'une note pour être un critère d'évaluation, c'est mettre un delta moins 3 plus 3. C'est-à-dire quand par exemple tu as 10, ça veut dire que ta note elle est entre 7 et 13. Et là, ça peut donner une petite idée, même si ça ne met pas quand même en avant le potentiel de progression qui peut être exponentiel. Mais ça, ce que je dis, il y en a beaucoup qui le savent, mais c'est très dur à accepter, pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que tu as un passé où tu étais au lycée. Et au lycée, les notes, elles comptaient. Si tu as réussi à rentrer à Notre-Dame de Grandchamp, c'est que tu avais des bonnes notes. Mais en prépa, les notes que tu obtiens, elles n'ont pas d'incidence sur ton avenir. Il n'y a que 4 notes de maths qui comptent au concours pour le top 5. Et il n'y a que 2 notes de maths qui comptent au concours pour les parisiennes. Mais il y a 2 autres raisons qui font que c'est très difficile de faire abstraction des notes. 2 biais cognitifs humains. Le premier déjà, c'est que la note c'est un chiffre. Et quand on voit un chiffre, on a l'impression que c'est vrai. On a l'impression que ça appose une réalité sur quelque chose. Sauf que, une note, c'est une note qui dit que ton prof, il note tout le temps pareil. C'est un humain, c'est pas un robot. Et puis même, un prof ne note pas exactement comme au concours. Un prof, ça a quoi? Ça a 40 copies. Un correcteur au concours, 400 copies. Et en plus, derrière, réévalué en fonction du barème qui a été fait en fonction des corrections de tous les profs. Ça n'a rien à voir. Deuxième trait psychologique, c'est que on aime se comparer. Et la note, c'est un moyen pour se comparer. Parce qu'on se dit, tiens, j'ai 11, l'autre a eu 10,5, je suis meilleur. J'ai eu 11, l'autre a eu 13, je suis nul. Sauf que, tu n'es pas ta note. La note ne dit pas ce que tu vaux, elle ne dit pas ton potentiel. Et pourquoi moi j'insiste beaucoup là-dessus? Parce que quand on focalise trop sur les notes en prépa HEC, ça induit 3 gros problèmes. Le premier, il y en a qui le corrigent jamais, il y en a qui le corrigent plus ou moins vite, c'est de travailler uniquement pour l'école et les DST. Alors souvent après on dit je ne travaille plus pour l'école, mais on travaille beaucoup pour les DST. Pourquoi c'est problématique? Parce que tu vas surtravailler une matière chaque semaine.
Et donc tu prends du retard sur les autres matières. En plus, tu ne construis pas de la régularité. Alors que justement le principe de la prépa c'est de rentrer dans une routine. Tu travailles sur le court terme au lieu de travailler sur le long terme. Or ce qui compte c'est les notes finales du concours. Donc c'est le long terme qui paye. En plus, plutôt que de créer une routine qui te rend efficace, ta propre routine, tu te laisses imposer un rythme extérieur. Et ce rythme extérieur tu le contrôles pas. Ce qui fait que tu subis ta prépa. Et comme tu subis ta prépa, t'es de moins en moins motivé et t'es de plus en plus déprimé. Et ça conduit d'avoir une approche très sinusoïdale de ton humeur. Et ça, c'est très fatigant. La prépa, c'est comme la vraie vie. Ça t'apprend que justement, on aime avoir du contrôle et que la perte du contrôle est très anxiogène. T'apprends à créer ta propre organisation de travail. Pourquoi ? Parce que tu l'as fait dans un cadre qui semble hyper rigide avec les DST et l'école. C'est très très formateur et c'est en ça que la prépa forme à la vie future. Le deuxième problème est plus subtil. Attacher beaucoup d'importance aux notes et aux DST, c'est mettre une charge émotionnelle monumentale sur les DST. Or on l'a vu, c'est quoi l'intérêt des DST ? C'est de les retravailler une fois que ton ou ta prof les rend. Sauf que, tu reçois ta note, t'es déçu, mais sur ce DST t'avais mis beaucoup d'émotions pour le réviser, pendant le DST, en attendant ta note. Et derrière, t'es le soir chez toi, tu dis je vais retravailler le DST, tu le regardes, ça fait chier. Et finalement, tu te dis je le verrai demain. Parce que on se lasse quand on est humain et justement il y a de la lassitude, tu as envie de passer à autre chose et tu as envie de préparer le DST suivant. Et tu dis je vais le retravailler dans 1 ou 2 jours. Sauf que ça sera trop tard parce que tu seras passé à une autre émotion. Une autre émotion aura pris le dessus. En résumé, quand tu mets une charge émotionnelle trop forte sur un DST, à la fin, tu ne veux plus y toucher. C'est un peu comme si tu mangeais le même plat matin, midi et soir pendant 7 jours. Je te défie le 8e jour d'être capable de le manger. Le troisième problème, c'est le plus important, parce qu'il repose sur la confiance en soi. Quand tu fais reposer toute ta confiance en toi sur les notes que tu obtiens, en fait, tu fais reposer ta confiance en toi sur quelque chose qui ne dépend pas de toi. Et alors attention, je dis bien ne dépend pas de toi, je ne dis pas sur lequel tu n'as aucune influence. Évidemment, tu as de l'influence sur la note que tu obtiens au DST. Si tu travailles beaucoup et bien, tu as plus de chances d'avoir une meilleure note que si tu travailles peu, c'est sûr. Mais ça ne dépend pas entièrement de toi. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Déjà, le sujet. Quand c'est une leçon que tu as vue il y a 3 semaines, 1 mois, grand maximum, un DST de maths, selon le sujet, tu peux obtenir 1 point de moins, 2 points de moins, 2 points de plus, 3 points de plus. Parce que tu peux tomber sur un exercice qui ressemble, il n'y a pas encore un choix énorme d'exercices possibles. Puis il y a plein d'autres choses, il y a la façon de noter de ton ou ta prof, il y a aussi les autres élèves qui ont le droit de progresser, donc d'avoir des meilleures notes que toi. Et puis peut-être qu'ils progressent aussi dans un rythme différent du tien, la progression elle est pas linéaire. Moi il y a une phrase que j'aime bien citer, c'est le travail d'aujourd'hui, c'est les progrès de demain et les résultats d'après-demain. Si tu bases toute ta confiance en toi sur les résultats, tu bases ta confiance en toi sur quelque chose qui arrivera après-demain. Or, la confiance en toi, elle doit reposer sur ce que tu fais maintenant, sur la situation présente. Et pourquoi c'est important ? Parce que la confiance en soi en maths, c'est fondamental. C'est ce qui te pousse à aller plus loin dans une question quand tu es en DST. C'est ce qui te pousse, quand tu as raté 3 questions, à réussir la 4e. C'est ce qui te motive aussi pour travailler chez toi. Parce que tu dis, je vais y arriver. Et donc, ça te rend heureuse. Et en fait, si tu fais reposer ta confiance en toi sur les notes, tu rentres dans un cercle vicieux. Parce que t'as pas la note que tu veux. Donc, tu perds confiance en toi. Donc, tu deviens moins bonne en maths. Donc, t'as une moins bonne note, etc., etc. La confiance en soi, c'est pas un interrupteur on-off. Genre, tu te dis, hop, ça y est, j'ai confiance en moi, quoi. C'est pas comme sur les vidéos sur Insta où les gens te disent, ouais, si t'as confiance en toi, c'est bon, tu vas tout réussir. Non, c'est très compliqué à construire. Et ça se construit avec plein de petites victoires. Par exemple, tu travailles sur des exercices, tu n'y arrives pas, puis le lendemain tu les refais, tu y arrives, puis tu t'aperçois que des exercices qui ressemblent, tu arrives à les faire, donc tu te sens progresser, tu te dis que tu es en train de maîtriser telle formule, tel théorème, telle méthode, et c'est ça qui va te donner confiance au fur et à mesure. C'est beaucoup plus concret que les notes, tu te fixes des objectifs concrets, tu les accomplis, et derrière, tu dis j'ai réussi à accomplir cet objectif. Et ça te donne une meilleure estime de toi.
Alors que si tu attends une bonne note pour avoir confiance en toi, c'est comme attendre le grand soir, c'est passif. Les plus grands champions en sport, ils font pas reposer leur confiance en eux sur leurs résultats précédents. Parce que sinon, dès qu'ils auraient un mauvais résultat, ils perdraient tout. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se fixent des objectifs à l'entraînement et c'est en les accomplissant qu'ils regagnent confiance en eux. Même après une blessure par exemple. Bon, j'étais un peu long sur ce conseil, mais voilà, je pense que c'est quelque chose de très important et c'est une erreur que commettent beaucoup de préparationnaires. Donc ceux qui regardent et qui sont en bisu, en carré, ou même qui veulent s'orienter vers une prépa HEC, souvenez-vous de ce conseil. Et c'était vraiment frustrant parce que j'avais l'impression de jamais décoller alors que je voulais en maths. Genre, je m'investissais. Vous allez voir ma vidéo organisation en prépa. Je vous explique matière par matière ce que je faisais et tout. Et genre, vous allez voir en maths, quand même, je me la suis donnée quoi. Elle est très bien cette vidéo aussi, je vous conseille de la regarder. Je ferai peut-être un débrief aussi sur celle-là. Vraiment, j'ai jamais l'impression de décoller. Mais après, genre, j'étais pas une catastrophe non plus. Genre, je vais pas me plaindre. Genre, j'étais loin d'être la dernière de ma classe. Mais je trouvais quand même que c'était difficile. Alors attention au je ne vais pas me plaindre, souvent on a tendance à censurer nos propres émotions parce qu'on estime, parfois à juste titre, qu'elles sont pas décentes vis-à-vis d'autres personnes. Sauf que t'as le droit d'être exigeante, t'as le droit d'être ambitieuse et t'as surtout le droit d'être frustrée quand ton ambition elle se matérialise pas. Et pourquoi c'est important de ne pas censurer son émotion? C'est que si tu la censures, elle va quand même rester, et à un moment elle va ressortir parce qu'elle va te ronger, et elle peut ressortir de façon beaucoup plus violente. Donc voilà, ça c'est mon petit conseil, c'est un petit aparté parce que ici c'est clairement pas le cas. Du coup, je pense que c'était un peu là mon plus gros coup de mou. C'était genre en mars-avril où j'avais vraiment l'impression que genre les maths j'arrivais pas, alors que j'avais vraiment, je m'étais fixé l'idée en tête que j'allais y arriver quoi. Et du coup en fait à la fin en maths ça s'est amélioré. Au CB j'ai eu genre un point de plus que cette note que j'avais tout le temps. Et j'ai eu un bon classement au dernier concours blanc. Du coup ça m'a assez motivée. Genre je suis partie en vacances d'été en me disant que ça allait. Bon très bien, félicitations. Tu remarques comme une chose, c'est que le fait d'avoir les mêmes notes tout le temps, ça t'a pas empêché d'avoir une meilleure note derrière. Comme quoi, les notes c'est pas un indicateur de progression, c'est pas un indicateur de potentiel, c'est ton travail qui est cet indicateur de potentiel. Donc c'est pour ça que je me répète, mais c'est là que tu dois baser ta confiance. Deuxième chose, bon c'est cool, ça t'a permis de passer de bonnes vacances, d'avoir ce point en plus, mais quand même réfléchis. Un point en plus c'est quoi? C'est une fulgurance de 10-15 minutes en DST. Imaginons que tu l'avais pas eu et que tu as vu un demi-point de moins que ce que tu avais d'habitude. C'est-à-dire que tu serais parti en vacances totalement en PLS. Essaye quand même de comparer. On parle de 15 minutes en DS, alors que derrière, tu as 4-5 mois où tu estimes que tu fais un travail de qualité et où tu sens que tu progresses, que tu arrives à faire des exercices que tu n'arrivais pas à faire avant, que tu réussis des méthodes que tu ne comprenais pas avant. C'est quand même plus solide. Et parfois, il faut rationaliser les choses. C'est très dur parce que quand on est dans l'émotion d'une note, elle emporte tout. Mais justement, ça vaut le coup de se poser et de se dire non, en fait, il y a quand même des fondamentaux qui sont bien. En fait, ta confiance, tu dois la construire de semaine en semaine en te disant je suis de plus en plus forte. Ça, j'arrivais pas avant, maintenant j'y arrive. Et comme le dit Flaubert, les résultats, c'est une conséquence, c'est pas un but. Assez motivée, genre je suis partie en vacances d'été en me disant que ça allait, que j'allais pouvoir décoller l'année prochaine. J'attends impatiemment ça. Alors tu attends impatiemment ça, mais c'est pas ton vrai objectif. Parce que j'imagine que quand tu dis décoller, c'est décoller en DST. Ton objectif cette année, c'est pas d'avoir de bonnes notes en DST. Ton objectif cette année, c'est d'intégrer une parisienne ou d'intégrer HEC. Bon, si tu as une progression dans tes notes, ça peut arriver. Tu l'apprends, c'est cool. Mais ça doit pas être ton objectif absolu. Ton regard, ton travail doit être tourné vers une seule chose, comment faire les meilleures révisions possibles. Parce que ton objectif, c'est les épreuves que tu auras au concours. Et donc construire tout ton travail vers cet objectif. Alors que si tu te fixes un objectif de notes, en fait, tu détournes ton focus des concours. Ensuite, en géopo, pareil, j'ai eu un moment où j'ai eu une grosse remise en question parce que ma prof me critiquait sur mon expression écrite. Du coup, je comprenais pas trop comment m'améliorer et tout. Et genre, c'est au fur et à mesure des DS où ça commençait à aller mieux et tout, où j'ai repris confiance en géopo, mais voilà. Là, c'est génial. C'est génial parce que, je sais pas si t'as remarqué, mais tu n'as pas parlé de notes. T'as pas dit, j'avais un problème en géopo, j'avais 8, et à la fin j'ai eu 12, j'étais contente, j'ai repris confiance. T'as fixé un problème,
Ma prof m'a dit que j'avais un problème dans mon expression écrite. T'as travaillé ça au fur et à mesure, entre les DS, ce que j'ai compris. Et à la fin, t'as réussi à surmonter le problème. Et c'est ça qui t'a donné confiance. Tu vois, en fait, quand tu fixes un problème, c'est beaucoup plus concret. Et c'est très paradoxal parce qu'on a l'impression qu'une note, c'est très concret. Mais en fait, c'est hyper abstrait. Si je te dis comment on passe de 11 à 13 en maths, tu seras incapable de me le dire, ça veut rien dire. Alors que si je te dis c'est quoi maîtriser le changement de variable sur les intégrales, tu vas penser à des exos. Se dire je vais gagner 2 points, c'est très abstrait, mais mettre l'accent sur un problème à résoudre et parvenir à le résoudre, c'est très concret. C'est plus efficace et c'est surtout plus motivant. En fait, ce qui est dur avec la prépa, c'est que c'est une remise en question constante. Et quand tu penses avoir acquis quelque chose, donc comme moi en maths et en géopo au premier semestre, rapidement tu peux te rendre compte que soit tu ne progresses plus, ou soit carrément que tu dégraisses. Et ça fait mal, ça fait mal. Surtout quand tu sais pas quoi faire pour progresser, parce que tu travailles littéralement déjà tout ce que tu peux. C'est intéressant parce que si on lit entre les lignes dans ce que tu dis, tu sais que tu as progressé en maths. Alors c'est vrai qu'en prépa HEC, il y a une remise en question permanente, et c'est pas facile. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que quand tu te remets en question, en fait, c'est pas toi personnellement que tu remets en question, mais tes méthodes et tes connaissances. Et c'est vrai que comme nous on est français, on est le pays de Descartes, donc on est un pays qui est profondément essentialiste, on a tendance à assimiler ce que l'on fait avec ce que l'on est. Et donc quand on a un échec, on se dit « je suis un échec ». Quand on ne sait pas faire quelque chose, on se dit « je suis nul ». Alors que la démarche, en fait, en prépa HEC, c'est « ok, t'as appris un cours, là t'as un nouveau cours, donc tu te remets en question, mais c'est juste une remise en question de tes connaissances. » Ou parfois, t'as réussi à passer d'un point A à un point B, et t'as besoin d'améliorer ta méthode, d'améliorer ta concentration pour passer du point B au point C, mais pareil, c'est juste ta méthode que tu vas changer. Donc c'est pas toi que tu remets en question. Ou à la limite, ouais, c'est tes compétences actuelles, mais tes compétences actuelles, c'est pas toi, c'est ce que tu cherches justement à améliorer. Et c'est pour ça qu'il faut pas prendre ça comme une défaite personnelle. C'est plutôt un nouveau mur à franchir, et quand tu l'auras franchi, tu seras devenu meilleur. Alors ça veut pas dire que tu seras une nouvelle personne, c'est juste que tu auras acquis des compétences supplémentaires. Et ça c'est super motivant de se dire que mois après mois tu vas devenir meilleur. Par exemple, compare le niveau que tu as aujourd'hui quand tu travailles avec le niveau que tu avais en décembre dernier, je pense que c'est le jour et la nuit. C'est hyper gratifiant. Du coup, c'est pour ça que c'est assez difficile la prépa mentalement, de se dire que même si tu vois pas les progrès encore, qu'il faut continuer et qu'au bout d'un moment ça va payer. Et c'est vrai, j'ai galéré tout un semestre et à la fin, en concours blanc, j'étais contente. Et c'est pour ça que je trouve que la prépa c'est assez dur mentalement et que c'est pas pour tout le monde. Là, j'arrête un petit peu. Ok, c'est vrai, je suis d'accord, la prépa c'est pas pour tout le monde parce que je pense que tout le monde n'a pas envie de s'impliquer pendant 2 ans dans des études très difficiles et très prenantes. Maintenant, est-ce que être solide mentalement est un critère pour faire une prépa HEC? Je pense pas. Et j'ai même dire que si tu as un problème de confiance en toi, c'est super de faire une prépa HEC. Parce que derrière, tu vas progresser. Et je pense que tu es la preuve vivante, Valentine, parce que ça se voit en regardant ta vidéo que ta confiance en toi, entre septembre et puis aujourd'hui, elle a boosté. Ça prouve que ça s'apprend comme tu l'as appris. Après, il faut savoir que moi, je me prends quand même pas mal la tête. Je pense que j'accorde trop d'importance aux notes, etc. Et je pense que c'est ça qui a fait que, dans certains aspects, j'ai mal vécu ma première année. Parce que j'accordais trop d'importance au col, au DS, etc. Au point où, si je ratais, je me sentais nulle et tout. Alors que, voilà, c'est une prestation sur un moment T et tout. Bon, là, on est d'accord. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a à peine 2 minutes dans la vidéo, tu disais que t'attendais avec impatience que tes notes décollent. Alors que là, tu dis que tu accordes trop d'importance aux notes. Donc ça qui est drôle, c'est que tu tournes autour. Je pense que tu as cerné que justement cette approche très orientée notes était un handicap pour toi. Elle nuisait à ta progression. Elle t'empêchait d'atteindre les sommets que tu mériterais. Mais tu n'arrives pas encore à t'en départir. Et tu es en train de le faire, donc c'est assez encourageant.
Moi, je suis assez confiant sur ta deuxième année. Je pense que tu vas arriver à sortir de cette charge mentale autour des DST d'école. Moi, ce que je te conseille, hein, c'est de construire un système de travail qui est vraiment décorrélé des cols et des DST avec un planning régulier semaine après semaine, quels que soient les DST et l'école. Alors, tu vas me dire, oui, il y a l'école qui se rajoute. En fait, l'école, tu les rentrerais dans ton emploi du temps. Si par exemple, t'avais mis 2 heures de maths et que tu as 1 heure de colle de maths, ben, tu intègres cette heure de colle de maths dans tes 2 heures de maths. Parce que finalement, une colle, c'est quoi? C'est comme un cours en mini-groupe avec 3 élèves et un prof. Si j'ai vraiment un conseil à vous donner dans cette vidéo pour votre première année de prépa, c'est vraiment de dédiaboliser la prépa, de dédramatiser et de vous dire que voilà, si vous ratez un DS, c'est pas du tout la fin du monde et que vous n'êtes pas du tout nul. Bon là, l'expression est géniale, je vous conseille de dédiaboliser la prépa. Depuis le début de cette vidéo, je balance une tartine de conseils, mais finalement, la meilleure punchline, le meilleur conseil, c'est toi Valentine qui le sort. Il faut dédiaboliser la prépa. Et en fait, qui c'est qui la diabolise? C'est principalement, il y a beaucoup de journalistes qui n'ont pas fait de prépa, mais qui ont tendance à faire du prépa bashing. Je vais pas citer des noms de journaux, mais des journaux, ils interviewent des préparationnaires qui ont raté, et quel que soit le secteur, on peut toujours trouver 2-3 personnes qui ont eu beaucoup de mal. Et le problème en fait de cette diabolisation, c'est qu'il y a des élèves qui s'autocensurent et qui ne vont pas faire prépa, alors qu'ils auraient pu en faire une. Et deuxième problème, c'est que les élèves arrivent avec des gros a priori, et à cause de ces a priori, ils vont rater leur début de prépa parce qu'ils vont mettre une mauvaise ambiance dans leur classe, parce qu'ils se mettent une pression monumentale, parce qu'ils vont du coup beaucoup travailler jusqu'à se rendre malade au lieu de trouver finalement une hygiène de travail. Et donc c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des personnes comme toi Valentine qui fassent ces vidéos pour justement dédiaboliser la prépa HEC. Donc déjà les amitiés, est-ce qu'on a des amis, est-ce qu'on sort, enfin j'ai pas mal de choses à dire. Et j'ai rapidement trouvé des amis en or, voilà, faut se le dire. Déjà la fille que j'ai rencontrée avant la rentrée, voilà, c'est toujours ma bestie en prépa, genre vraiment je l'aime trop. Et on s'est rapidement fait un groupe de potes assez solide que vous avez vu dans ma vidéo, on répond à vos questions sur la prépa. Et vraiment c'est tellement essentiel d'avoir des amis en prépa, enfin d'avoir des amis à ta prépa et qui sont là pour te soutenir et tout, pour te remonter le moral. Je pourrais jamais assez les remercier d'avoir été là pour moi dans les moments où j'étais en mode je veux tout arrêter, voilà. Parce que notamment quand j'avais plus du tout confiance en moi en maths, j'ai une copine dans ma classe qui genre à chaque fois me disait mais non mais Valentine tu vas voir, tu vas tout déchirer, ça va aller et tout, t'es forte et tout, nanana. Enfin voilà, et genre je pense que pour elle, elle me le disait pour voilà, me motiver, mais je pense qu'elle se rend pas compte à quel point ça m'a boosté quoi. Du coup voilà, c'est pour ça que je tenais à préciser que les amitiés en prépa c'est vraiment essentiel. Et aussi l'ambiance de classe est très très importante aussi, parce que finalement vous passez toute votre journée dans une salle de cours avec les mêmes personnes. S'il y a une ambiance de classe pourrie, franchement ça va jouer dans votre performance je pense, parce que s'il y a des dramas et tout, c'est pas ouf. Moi j'ai de la chance d'avoir une classe très chill, tout le monde s'entend bien, tout se passe bien, tout le monde est ami avec tout le monde quasiment. Là je suis complètement d'accord, la prépa c'est les copains, la prépa c'est l'aventure, et quand on regarde toutes les œuvres autour de l'aventure, que ce soit littéraire, cinématographique, série, manga, à chaque fois le héros, il réussit, mais avec qui? Avec ses amis. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que de partager une épreuve difficile avec des gens qui nous soutiennent et avec des gens qu'on soutient. C'est ça qui rend la performance plus belle. Mais par exemple, que serait Son Goku sans Krillin, Bulma et tous les autres? Que serait Ladybug sans Chat Noir? Et puis même chez les méchants, prenons Voldemort. Voldemort, on lui enlève Bellatrix et puis les mange-morts. Il reste qui? Juste un pauvre type qui croyait qu'il pouvait dominer le monde et qui n'arrive juste pas à conquérir une école. Prépa maquée égale prépa ratée? C'est une vraie question qui se pose. C'est une question que je me posais aussi avant la prépa, parce que je suis arrivée en prépa en couple, qui 1 an et demi, et je suis sortie de la prépa en couple encore.
avec la même personne. Du coup, tu peux faire une prépa en étant en couple avec quelqu'un qui n'est pas dans ta prépa, qui n'est pas du tout en prépa d'ailleurs. Mon copain n'est pas en prépa du tout, il est en école de commerce, même pas en région parisienne. Voilà, c'est un couple à longue distance et tout, mais ça a tenu. Et je pense que c'est dommage de quitter les relations, de s'empêcher d'avoir des relations pendant la prépa, parce que moi je sais que c'est quelque chose qui m'apporte du bonheur quotidiennement, quoi. Du coup, et c'est quelque chose qui me booste et tout, donc ça, voilà, un peu bête de se dire ah je vais en prépa, du coup je quitte ma copine, là j'arrête les amourettes et tout, parce que voilà, en fait c'est ça, la prépa, faut pas se priver de tout. Et vraiment, moi j'avais l'impression qu'en arrivant là-bas, ça allait être compliqué et tout, genre que j'allais plus avoir de vie et tout, mais c'est pas vrai. J'ai pu continuer plein de trucs que je pensais que j'allais jamais pouvoir continuer, quoi. Du coup, c'est un équilibre, voilà, c'est ça. Du coup, Pas très bien, comme tu dis, la prépa c'est un équilibre, on peut pas se priver de tout, et d'ailleurs tu t'es pas privé de tout. En prépa, ce qu'il y a, c'est juste qu'il faut faire des choix. En fait, en prépa, tu ne te prives pas, tu privilégies. En fait, la prépa t'apprend à rendre ta vie plus qualitative, parce que quand tu as plein de temps devant toi, t'as tendance à le remplir avec tout ce qui passe, et c'est le piège de l'oisiveté. Alors que la prépa t'apprend la valeur du temps, et donc tu t'enlèves les loisirs moyens, les plaisirs moyens, pour vraiment viser ce qui est le plus qualitatif, et comme dirait Leonardo DiCaprio alias Jack Dawson, to make each day count. Niveau amoureux et tout, faut juste faire des efforts. Et ça peut tenir. D'ailleurs, il y en a qui, si vous rentrez en prépa et que vous êtes en couple, ils vont vous parler du théorème de novembre. Comme quoi, tous les couples rompent en novembre. Voilà, je suis un contre-exemple, ça n'a pas été vrai, et il y a plein de couples qui ont tenu, et voilà. C'est très marrant parce que historiquement, le théorème de novembre, ça concernait pas les préparationnaires, ça concernait ceux qui s'étaient mis en couple en prépa et qui rompaient en novembre quand ils étaient rentrés en école. Pourquoi ? Parce que ils étaient dans des écoles différentes, donc ils étaient dans des villes différentes, avec une vie sociale différente, et à la fin, quand ils se revoyaient aux vacances de la Toussaint, crac. Mais bon, c'est devenu aussi quelque chose de préparationnaire, mais là encore, voilà, c'est des a priori sur la prépa. Alors, évidemment, parfois il y a des couples qui cassent en prépa, mais il y a plein de raisons pour ça. C'est peut-être que le couple n'allait pas très bien, peut-être que les gens venaient de se mettre en couple, donc des gens qui viennent de se mettre en couple, il y a plus de chances que ça rompe que des gens qui sont en couple depuis 1 an et demi, 2 ans. Voilà, et puis il y a des gens aussi qui se mettent en couple en prépa, et qui sont dans la même classe, et parfois ça peut donner des choses fabuleuses, parce que les deux s'entraident, les deux réussissent ensemble, c'est génial. Et voilà. Ensuite, parlons de la pression, du stress. Est-ce que les profs sont méchants, des trucs comme ça? Effectivement, il y a beaucoup de pression, de stress et tout. Genre, je sais que souvent ceux qui sont genre à la fin du classement de la classe, ils ont des petits coups de boost des profs en mode faut que tu bosses sinon ça va pas aller, quoi. Et du coup, j'ai jamais été dans cette position, mais je pense que tout le monde ressent la pression. Mais voilà, comme je vous ai dit, faut pas accorder autant d'importance. Tout ce que j'ai à dire, et les profs sont pas du tout méchants, ils sont sévères pour que vous réussissiez, mais ils ne sont pas méchants. Genre, après moi j'ai eu 0 prof méchant, ça se trouve, il y en a, mais honnêtement je vois pas pourquoi un prof de prépa serait méchant, ce serait totalement contre-productif. Pourquoi un prof serait méchant ? Bon, déjà peut-être que c'est parce qu'à la base c'était un être humain qui était méchant avant de devenir prof. Il y a des gens horribles partout dans le monde de l'entreprise, il y a des managers qui sont terribles dans la fonction publique, il y a des chefs toxiques. Dans l'éducation nationale, il y a des profs qui sont méchants, voilà, c'est la vie. Après, il y a aussi un deuxième cas, c'est qu'il y a des profs qui sont méchants parce qu'ils croient que c'est bénéfique. Parce qu'ils se disent que s'ils sont méchants, ils vont provoquer une réaction d'orgueil qui fait que l'élève va travailler beaucoup plus pour dire « tu vois, j'avais raison, nanana ». Bon, ça marche chez ceux qui ont une grosse confiance en eux, un très gros ego, mais chez celles et ceux qui sont pas dans ce cas, ça peut aboutir à un résultat complètement opposé. Parlons de loisirs et tout, est-ce que ça a été possible pendant l'année? Alors oui, déjà cette chaîne YouTube, vous avez vu, j'ai continué. Bon, certes mon rythme de vidéo a été un peu douteux pendant tout le long de l'année, et je pense que l'année prochaine ce sera pire, voilà. Mais pour moi c'était quand même important de continuer à avoir des plaisirs à côté de la prépa, genre d'avoir des choses à faire. Déjà ça donne un peu l'impression de vivre, quoi, de pas juste travailler H24, et de toute façon c'est pas possible de travailler en continu et se priver de tout, de plus voir ses amis d'extérieur et de rien faire et survivre. Et genre
réussir. Je vous dirai jamais assez de pas abandonner vos loisirs, sauf si genre c'est du sport en compétition et que vous avez entraînement 4 fois par semaine pendant 3 heures. Genre là tu vois c'est différent, mais il y a un équilibre à trouver. Donc moi j'ai continué ma chaîne YouTube. On y revient, hein, faut trouver un équilibre. En prépa HEC, faut faire des choix. Et bon, alors évidemment, tu vis pas la vie exacte que t'aimerais vivre, effectivement, mais tu vis le meilleur de cette vie. Enfin du coup je suis au BDE de ma prépa et du coup c'est vrai qu'on a organisé pas mal de trucs. Il y en a qui disent que quand tu vas au BDE en prépa, tu rates ta prépa. Du coup non. Même que je trouvais ça bien d'organiser des trucs pour créer une ambiance pour ma promo. Genre on a fait un voyage au ski, c'est super bien passé. Là on est en train d'organiser toute l'intégration pour les premières années et tout, genre. Là encore Valentine, oui, tu démontes un faux a priori, on peut être au B2 de sa prépa et bien travailler, c'est juste qu'on prend ça sur son temps de loisir. C'est ça aussi la prépa, c'est choisir ce qu'on a envie de faire en loisir. La prépa te pousse à apprendre ce qui est bon pour toi. Et la dernière question du coup, c'est est-ce que je regrette d'être en prépa? Ma réponse, ça va être un non. Parce que genre, malgré le fait que je trouve ça vraiment dur le rythme et tout, je sais que ça va être utile pour moi après, genre dans ma vie future et genre dans mon travail et juste dans mon organisation, enfin ça m'a apporté tellement de choses. Tu as raison Valentine, la prépa te servira plus tard, c'est une formation en soi. Et je vais même aller plus loin, ce que tu apprends en prépa te servira beaucoup plus que ce que tu apprends en école. Et je le dis très sérieusement. Alors certes, les connaissances, elles servent pas directement. J'imagine qu'à la direction marketing de chez Chanel, ça utilise pas la formule des probas composés tous les jours. Les connaissances, c'est pas le plus important. Parce que aujourd'hui, si tu parles anglais et que tu vas acquérir de nouvelles connaissances, tu peux trouver les informations partout. En revanche, être capable de se poser, d'avoir l'abnégation de travailler le soir après le boulot, d'être capable de se concentrer, de s'organiser, tout ça, c'est des métacompétences que tu auras acquises en prépa. Et ça vaut très cher. Et d'ailleurs, c'est des métacompétences qui sont très recherchées pour être manager, comme être organisé, c'est important, gérer son stress. La prépa, c'est pas scolaire. La prépa t'apprend l'efficacité. La prépa t'apprend le monde de l'entreprise. Et même si genre il y en a qui vont me dire que vous passez à côté de 2 années de votre jeunesse et tout, je suis pas d'accord. Et que pour moi c'est vraiment une belle expérience, ça crée vraiment des belles amitiés et ça forge le caractère. Tu as totalement raison Valentine, et le truc le plus drôle dans cette phrase tu gâches ta jeunesse, c'est que la prépa, c'est la jeunesse. Et je vais poser une question, si quelqu'un d'autre regarde la vidéo, dites-moi, qu'est-ce que vous feriez à la place de la prépa entre 18 et 20 ans? Voilà, réfléchissez à une réponse. Très bien. Maintenant, dites-moi en quoi vous ne pouvez pas le faire entre 20 et 25 ans, entre 25 et 30 ans, entre 30 et 35 ans. Il n'y a rien qui nous interdit à 25 ans, à 30 ans, à 35 ans. Même prenons l'exemple typique, les soirées. Ceux qui ont 25 ans, 30 ans, 35 ans font encore des soirées. Même à 40 ans, bon, les soirées s'arrêtent à 2h du matin, mais ça reste quand même des soirées. Il y en a qui vont dire vivre à l'étranger. Tu peux très bien le faire en école, tu peux très bien même travailler à l'étranger. Il y en a qui vont dire aussi les voyages. Tu peux continuer à voyager quand t'as 25 ans, quand t'as 30 ans, quand t'as 35 ans, quand t'as 40 ans. T'as même plus d'argent pour ça, donc c'est mieux. À part des trucs très spécifiques comme faire du sport professionnel, il n'y a rien que tu t'empêches de faire entre 18 et 20 ans et que tu ne pourras pas faire plus tard. Il n'y a aucune activité qui est possible entre 18 et 20 ans et qui n'est pas possible entre 25 et 35 ans. Enfin si, il y en a une. La prépa. Ouais, la prépa, c'est pas un truc de vieux. La prépa, c'est une activité interdite aux vieux. La prépa, c'est la jeunesse. C'est une expérience unique, inoubliable. C'est une expérience qui est souvent gâchée parce qu'on écoute trop les esprits chagrins qui vont dire du mal de la prépa et on va intérioriser cette vision de la prépa. Alors qu'en fait, c'est un univers où tu vas te concentrer sur une seule chose et tu vas te sentir progresser semaine après semaine. C'est hyper gratifiant. C'est quelque chose de génial, la prépa. Donc moi, j'aurais envie de dire aux jeunes qui regardent cette vidéo, si tu veux kiffer ta jeunesse, mais fais une prépa.
Du coup non, je ne regrette pas la prépa, même si des fois j'ai vraiment envie de tout arrêter. Voilà, je peux pas vous dire que c'est beau tout le temps. Le nombre de fois que j'ai pleuré cette année, c'est aberrant. L'année prochaine, je sais même pas comment ça va être. En fait, je pense que ça va dépendre comment tu vas choisir de vivre ton année de prépa. Si t'as beaucoup pleuré en première année, c'est justement parce que tu focalisais sur des choses sur lesquelles tu n'avais pas de contrôle, comme les notes, etc. Et ça, c'est très perturbant. Si tu changes ton approche, je pense que tu feras une bien plus agréable deuxième année. Mais ça, j'en reparlerai. Je vais faire ma conclusion. Je te laisse d'abord conclure la vidéo. J'ai pris le bilan de ma première année. Ma caméra a coupé pendant que j'étais en plein milieu d'expliquer un truc. Du coup, voilà, je reprends. Mais honnêtement, ça va. J'ai eu 11 de moyenne générale et quand j'étais 9ème de ma classe, je suis quand même super contente de ma première année. Je suis fière de moi, fière de mon travail parce qu'au final, il a payé et tout. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout pour cette vidéo. De toute façon, ma caméra m'a lâché. Donc... La vidéo de Valentine est terminée, donc maintenant, voici mon avis général. Bon alors, Valentine, je te connais pas, donc cet avis, il est basé sur 12 minutes de vidéo. Je suis peut-être passé à côté de certaines choses, mais bon, je joue le jeu, je donne mon avis. Tout d'abord, je trouve que tu es une super ambassadrice de la prépa HEC. C'est génial que tu fasses ces vidéos YouTube, donc merci pour la filière. Concernant ton niveau et ton destin sur les prochains mois, je pense que tu es sur un bon chemin. Quand je vois ta vidéo, je me dis, c'est une étudiante qui peut faire une deuxième année plutôt pas mal et des concours exceptionnels. Et je distingue les deux parce que tu me donnes l'impression d'être une force tranquille qui monte en puissance mois après mois et qui après se révèle dans les dernières semaines. Alors, si c'est le cas, en plus, ça sera super parce que tous tes followers plus jeunes qui auront vu ton parcours vont se dire que c'est possible même s'ils sont en difficulté. Donc tu peux devenir un super exemple pour la suite. Je pense aussi que tu touches du doigt l'état d'esprit et l'organisation qui te permettront de vraiment réussir. Et je dis touche du doigt parce que je pense que tu te cherches encore. T'es pas encore dans la zone, t'as pas encore trouvé ton organisation idéale, même si ça se voit à travers ton récit que tu t'es amélioré et que t'es très fier de ça d'ailleurs. Je pense que tu peux aller encore plus loin au niveau des méthodes, de l'état d'esprit, de ton organisation, de ton équilibre en fait, pour reprendre ce mot que tu cites souvent. Et je terminerai par 2 conseils. Alors le premier, c'est continue d'être ambitieuse, parce que c'est bien l'ambition. Continue d'être exigeante comme tu l'es, mais avec une petite nuance. Reste exigeante, mais sans être dans le jugement. Je pense pas que tu fasses partie de ces personnes qui ont besoin de se dire ouais, je progresse pas en maths, donc je suis trop nul, donc faut que je bosse. Je pense pas que c'est le truc qui te pousse le plus. Alors peut-être que je me trompe, mais c'est mon avis au travers de cette vidéo. Tu dis que tu apprécies quand tes amis te soutiennent et te boostent, mais quand tu te motives, est-ce que tu te parles de la même façon? Et si c'est pas le cas, et si tu te parlais de cette façon, d'après toi, qu'est-ce que ça changerait? C'est un conseil que je donne souvent. Sois exigeante, mais avec bienveillance. Plutôt que de te condamner comme une juge sans pitié, sois ton allié qui te soutiendra toute la prépa HEC. Deuxième conseil, prends beaucoup de recul avec tout ce bruit ambiant, les notes, les résultats, les classements. Qu'on attache trop d'importance aux notes, on fait des choses qu'on n'aimerait pas faire au fond de soi parce qu'on sait qu'elles ne seront pas utiles dans 4 mois, dans 6 mois pour les concours. J'ai l'impression que ça t'a mis une grosse charge mentale cette année et que ça a plus plombé ton énergie et ta confiance en toi que ça t'a motivé. En plus, tu as remis en question plein de faux a priori sur la prépa. Donc ça prouve que tu as le caractère pour remettre en question cet autre faux a priori, c'est-à-dire l'importance des notes. Et à la place, parce que on va pas travailler dans le vent non plus, fixe-toi des objectifs très concrets, peut-être un objectif lointain comme intégrer HEC, intégrer une parisienne, et des objectifs plus court terme comme comprendre cette démonstration, comprendre ce raisonnement, savoir utiliser cette formule, progresser en introduction, progresser dans l'analyse des mots, bref, des choses sur lesquelles tu as une maîtrise, des choses sur lesquelles tu peux évaluer ton résultat. Alors généralement, je conseille de tenir un cahier de performance où tu notes à la fin de chaque semaine tous les trucs bien que tu as fait, tous les trucs bien que tu as appris, et de le relire quand il y a un coup de mou. Dans ton cas, ça pourrait être un mini-vlog genre de 5 minutes où tu fais de façon simple, tu dis voilà, cette semaine j'ai appris ça, ça, ça et ça, je suis content parce que j'ai progressé dans ce domaine, dans ce domaine, dans ce domaine, avec quand même quelque chose d'important, ne pas citer les notes, tu peux les citer sur tes formats plus habituels. Et à quoi ça sert? Ça sert au moment où tu auras un coup de mou, tu te fais une playlist de ces vidéos, et tu te les écoutes en marchant, en te reposant, en mangeant, et ça te remettra en confiance.
Ça te remettra en confiance parce que tu visualiseras vraiment le chemin parcouru. C'est bien plus efficace que de rechercher la validation trompeuse extérieure venant d'une note. Et tu travailleras non pas parce qu'il y a un DST à réussir, mais parce que 1. Tu aimes le processus de la prépa, 2. Tu as ce processus long terme de réussir le concours, et 3. Parce que tu te seras fixé des objectifs très concrets à réussir à court terme. Et essaye de mettre cette ambiance dans ton groupe d'amis, comme ça vous portera tous. Bref, bon, je vais arrêter là un peu ma vidéo parce que je vois que ça commence à être un peu long, ça change de mes contenus sur TikTok. En tout cas, Valentine, je te souhaite une bonne rentrée, une super année et des résultats exceptionnels au concours. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis prof de maths et d'entretien à Pragmatic Prépa. Si tu veux avoir des contenus comme celui-ci, tu peux t'abonner à ma chaîne et surtout t'abonner à mes emails privés parce que j'y envoie pas mal de conseils. Et en attendant, tu recevras 2 documents très utiles. Mon best-of des rapports du jury de la dissertation, 33 pages classées par thème, définition des mots, problématiques, introduction, etc. Et mon best-of des rapports du jury de maths organisés sous la forme de 5 conseils pour progresser. À bientôt!